Il ne faut jamais défragmenter un SSD, sinon il est bon pour la poubelle. Il ne faut jamais dévoiler son adresse IP, sinon on va te retrouver. Voilà le genre de rumeurs qu'on entend depuis des années dans le monde de l'informatique. D'ailleurs, comme tous les mythes et toutes les légendes, on entretient des choses qui pour la plupart n'ont aucun fondement. J'ai donc décidé de démarrer cette nouvelle série de vidéos pour démolir toutes ces légendes et mettre fin à des choses auxquelles tu crois peut-être à tort. Yo, si tu viens de découvrir ma chaîne, moi c'est Enisei. Je fais de la vulgarisation autour de la tech pour t'aider à mieux comprendre cet univers. Je fais aussi quelques tutoriels informatiques, des reviews, je donne quelques conseils, bref, je te laisse découvrir tout ça par toi-même. Pour beaucoup de personnes, arrêter son PC se résume à cliquer sur le bouton démarrer et sélectionner arrêter. Quand on souhaite arrêter son PC, notamment quand on va dormir, c'est pour que l'ordinateur s'éteigne et qu'on puisse le rallumer le lendemain. Mais en réalité, quand on éteint son PC, on l'éteint pas vraiment. En fait, il faut bien comprendre la différence entre arrêter son PC et redémarrer son PC. Par défaut, quand tu arrêtes ton PC, Windows va activer le Fast Startup, c'est-à-dire le démarrage rapide. Windows va mettre en place un fichier d'hibernation qui va contenir une image du noyau et de tous les pilotes préchargés pour que ton PC démarre plus rapidement. Le problème, c'est que bien souvent, quand tu arrêtes ton PC et que tu souhaites le relancer un peu plus tard, il n'a pas totalement purgé ce qu'il a fait précédemment puisque les pilotes sont préchargés. Quand on redémarre le PC, là, Windows n'utilise pas ce fichier d'hibernation. Il fait un redémarrage à froid, c'est-à-dire un redémarrage complet qui va alors purger toutes les données qui ont été stockées pour que l'ordinateur se redémarre comme neuf. Ainsi, pour redonner un coup de boost à notre PC, il faudrait donc redémarrer notre PC et non pas l'arrêter. Cependant, on va pas s'amuser à redémarrer l'ordinateur sans cesse et ne jamais l'arrêter. Heureusement, il existe pour ça une solution, tout simplement désactiver le démarrage rapide de Windows pour ne pas avoir recours au fichier d'hibernation et donc être sûr que quand on démarre notre PC, ce démarrage se fasse proprement. Et d'ailleurs, ce mode de démarrage rapide n'a aucune utilité à partir du moment où tu utilises un SSD. Tu ne verras absolument aucune différence sur la vitesse de démarrage de ton PC. L'avantage, c'est que là, il va démarrer comme neuf. On a toujours entendu dire qu'il ne fallait jamais défragmenter un SSD au risque de l'abîmer, voire le mettre hors service. J'utilise volontairement le terme de défragmentation, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mythe qui circule depuis des années sur internet qui nous dit qu'il ne faut surtout pas utiliser l'outil de défragmentation de Windows si on a un SSD. Déjà, rappelons que la défragmentation permet de regrouper les différents fragments de fichiers qui vont être contenus sur un disque dur afin de rétablir un certain ordre entre eux et, par conséquent, d'augmenter la vitesse de lecture. La défragmentation, elle va donc être utile uniquement pour un disque dur, et sur ça on est d'accord. Mais l'outil de Windows ne se résume pas qu'à la défragmentation, il permet aussi d'optimiser des lecteurs, et ça c'est super utile et super important pour les SSD. En fait, pour bien comprendre, sur un SSD, écrire c'est plutôt rapide, par contre supprimer ça devient beaucoup plus long. Donc toutes ces actions vont user le SSD avec le temps et utilisent de la mémoire cache. Et parfois, ce qui se passe, c'est que le PC envoie l'ordre pour supprimer une donnée et le SSD ne va pas la supprimer. Il va tout simplement marquer la donnée comme effaçable. Et elle ne sera réellement supprimée que lorsqu'il faudra utiliser cet espace pour pouvoir stocker de nouvelles données. L'optimisation des lecteurs va donc permettre de scruter tous ces petits blocs qui ont été marqués comme effaçables, mais qui n'ont pas été effacés. Et l'outil de Windows va donc permettre de supprimer à coup sûr ces données qui devaient être de toute façon effacées. Ça fait des années qu'il existe une légende selon laquelle Windows bride la connexion internet et ce jusqu'à 80%. Et les personnes qui l'affirment se basent sur une manipulation toute simple. Dans la commande exécutée, il faut écrire gpedit.msc, puis sélectionner configuration ordinateur, puis modèle d'administration, puis réseau, puis planificateur de paquets QoS, puis limiter la bande passante réservable. Et là, il voit limite de la bande passante 80% et en tire la conclusion que Windows peut brider la connexion jusqu'à 80%. Néanmoins, c'est pas aussi simple que ça. Le paramètre limiter la bande passante réservable définit en fait une quantité maximale de bande passante que Windows réservera pour la QoS qui est la qualité de service. Et la QoS, c'est pas n'importe quoi. C'est en fait toutes les applications qui vont avoir ce qu'on appelle une haute priorité pour l'exécution du système d'exploitation. C'est-à-dire une application que tu vois pas forcément, qui parfois tourne en arrière-plan, mais qui va être vitale pour le bon fonctionnement de ton PC. Sauf que ces fameuses applications ne tournent pas tout le temps. Et donc, quand elles tournent, Windows pourra au maximum limiter la bande passante à 80%, mais encore une fois, c'est au maximum. Et quand elles ne tournent pas, eh ben Windows te rend 100% de ta connexion. Et de toute façon, ces fameuses applications qui ont une haute priorité ne tournent en réalité que quelques secondes. Donc tu ne ressens
ressens même pas la différence de bande passante. Donc en réalité, si tu modifies ce 80% et que tu le changes en 0% comme certains petits génies le recommandent, et bah t'es pas à l'abri qu'un jour quand tu essaieras de démarrer ton PC, soit il redémarrera en boucle, soit il ne démarrera pas du tout. Donc ne touche pas ce paramètre. Quand on souhaite réinitialiser son PC à neuf, on va tout simplement le formater. Ça permet de supprimer toutes les données et repartir sur une base qui est propre. C'est plutôt utile d'ailleurs quand on vend son PC à quelqu'un et qu'on ne souhaite pas que cette personne puisse accéder aux documents qui étaient contenus sur l'ordinateur. Alors oui, en théorie. Cependant, le formatage du PC ne supprime pas totalement tes données. En réalité, elles sont stockées temporairement dans un espace dédié par le constructeur. C'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'on achète un disque dur par exemple de 1 Tera, on ne dispose en réalité pas de 1 Tera, mais en général d'un peu moins comme 990 Go. Les 10 Go restants permettent de stocker les données les plus souvent utilisées par le propriétaire du PC. Ainsi, en utilisant des logiciels spécifiques, on peut récupérer une partie des données qui ont été supprimées suite au formatage et placées dans ce compartiment. Dès lors, quand tu formates ton PC pour le revendre, la personne peut très bien récupérer certaines données en utilisant des logiciels spécifiques. Selon certaines légendes, l'adresse IP permettrait de déterminer avec exactitude la géolocalisation d'une personne. Du coup, avec une seule adresse IP, on pourrait connaître le numéro, la rue, l'immeuble, l'étage, des informations ultra précises quoi. Et ben en fait, encore une fois, c'est pas le cas. Pour le comprendre, il faut déjà comprendre comment fonctionne Internet et pour vulgariser ça au maximum, on peut comparer le fonctionnement d'Internet avec le fonctionnement de la logistique quand on commande quelque chose sur Internet et qu'on reçoit un colis. Quand on commande un colis, il est pas rare d'avoir un numéro de colis qui nous permet de suivre le colis en temps réel et là, on s'aperçoit d'une succession d'étapes. Première étape, le colis va être remis à un transporteur. Deuxième étape, le colis va se trouver en agence de livraison. Troisième étape, le colis va être acheminé. Et quatrième étape, le colis va être livré. On peut donc suivre l'itinéraire du colis de manière assez précise. Et bah pour Internet, c'est exactement la même chose. Lorsqu'une requête est effectuée, cette requête passe par différents nœuds qu'on appelle des routeurs. Et le dernier nœud est censé être le routeur le plus proche de votre domicile. Donc en réalité, l'adresse IP d'une personne fournit tout simplement la localisation du nœud le plus proche, mais pas l'adresse exacte de la personne titulaire de l'adresse IP. Et par ailleurs, parfois, le nœud est éloigné de plusieurs dizaines, vingtaines, centaines de kilomètres. Donc en réalité, la géolocalisation n'est qu'approximative. Et là, tu vas te dire, ouais, mais il y a des exemples dans lesquels une personne a vu son adresse IP dévoilée et on a réussi à la retrouver. Alors oui, mais c'est pas uniquement grâce à l'adresse IP. En général, c'est en croisant plusieurs informations, comme les réseaux sociaux de la personne, les réseaux sociaux peut-être de sa famille, pour arriver à déterminer où est-ce qu'elle vit. Et puis de toute façon, si on arrivait à retrouver une personne juste avec l'adresse IP, et bah l'OSINT n'existerait pas. Et si tu ne sais pas ce qu'est l'OSINT, et bah je te laisse aller chercher sur Internet. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que ce nouveau format t'a plu et t'a permis d'apprendre certaines choses. C'est un format que j'essaierai de refaire de manière régulière dans l'avenir. Là aujourd'hui j'ai commencé par l'informatique mais je vais l'étendre petit à petit à toute la tech de manière générale. Comme d'habitude, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et en plus ça aide énormément pour le référencement. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.